C'était des moments, on peut dire, turbulents. Donc, ce nom du bâtiment, moi, ça m'a tout de suite rappelé les turbulences de la Covid qu'on a pu tous traverser et qu'on a tendance à oublier peut-être un peu trop vite, parce qu'il y a des choses à en tirer, à en apprendre. Donc, ce sera mon propos, en fait, de partager avec vous ce que j'ai pu vivre en tant que politicien. À partir d'une situation très particulière, en fait, parce que je ne suis pas issue de la politique, j'étais plutôt fonctionnaire et magistrat avant, donc c'était très récent déjà pour moi de travailler dans le monde politique et à la croisée avec le citoyen. Ensuite, j'étais devenue ministre de la Santé le 4 février 2020, donc c'était juste 10 jours avant que tout explose. Donc, vous imaginez, je n'avais pas fait le tour des bureaux ni le réseautage en place parce que je n'étais pas issue de ce milieu-là. Donc, c'était assez foudroyant. Et si jamais quelqu'un m'avait posé la question avant, est-ce que tu te sens à même de gérer cette crise? Je me dis non, jamais de ma vie. Donc, comme quoi, une fois qu'on est confronté à des défis, je peux vous assurer qu'on arrive à faire des choses puisqu'on est obligé de gérer. Maintenant, le politique, oui, il faut se mettre un peu dans sa tête. Il est toujours à la croisée des différentes choses. Il a des experts qui vont lui donner des avis. Et là, en face, le citoyen qui a des attentes. Et moi, j'ai tendance à dire le citoyen, c'est le double A. Il a des attentes et il a des angoisses aussi, surtout par temps de crise. Donc, et le politique, il a de son côté certains moyens, mais qui ne sont pas inépuisables. Donc, il est à la croisée entre les possibles, de ce qu'il peut faire, de ce qui est réaliste, et d'attentes qui sont souvent démesurées aussi, confrontées par temps de crise à des angoisses qui sont à gérer et qu'il ne faut pas décevoir. Donc c'est un exercice on a pris l'image de naviguer, oui, c'est comme naviguer tout le temps en eau trouble. Donc il faut garder la confiance des citoyens, donc répondre quelque part aux attentes, créer de la confiance aussi. Et en même temps, oui, jouer avec ce qu'on a comme possibilité. Et j'ai pas besoin de vous rappeler qu'au début de la crise, c'était surtout l'incertitude. On ne connaissait, à vrai dire, quasiment rien de cette maladie, de comment elle se répandait, quelle était la rapidité, quelle serait l'incidence sur notre système de santé publique. Donc, moi, mon expérience, si je peux en retenir deux choses, c'est que j'ai découvert la richesse des données. C'était vraiment d'avoir à disposition des données rapidement, ça a énormément aidé. Et aussi la richesse de ce qu'on a pu aborder déjà tout à l'heure, de collaborer, de se mettre ensemble et de créer cette intelligence collective. Et ça, c'est les deux éléments majeurs que j'aimerais retenir et que je vais essayer d'illustrer à travers de ce qu'on a vécu. Donc, un des premiers défis, c'était d'être rapide et de se mettre ensemble. Maintenant, on peut dire pour le Luxembourg, on n'est que 600 000, donc c'est assez petit comme pays. Donc, c'était facile d'agir à l'échelle nationale. Théoriquement, oui. En pratique, non, parce qu'on n'était pas du tout organisé. Et nous, quand on a commencé les premiers cas, moi, je me souviens, je suis allée à la direction de la santé, ils avaient des post-it jaunes sur leur écran. Vous avez noté le numéro de téléphone des premiers cas, donc on n'avait rien en place. Au bout de quelques jours, on avait un tableau Excel. Les hôpitaux sont indépendants l'un de l'autre, donc on n'a pas un système public qui était centralisé ou autre. Les maisons de retraite, c'était des entités privées très éparses, les laboratoires aussi. Donc rien n'était relié encore. Et on a mis en place, on s'est dit, mais ce serait vraiment important d'avoir très vite une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et c'est là où on a mobilisé, par exemple, nos informaticiens, donc qui n'étaient pas du tout habitués à travailler avec le secteur de la santé publique. Alors pas du tout. C'était les informaticiens de la fonction publique qui sont venus à bord. On a pris des gens de l'armée, des logisticiens qui sont venus aider à réfléchir. Et tout ça, ça a permis en fait de faire des petits miracles qui, par temps normaux, parce que l'appareil administratif est lent. Enfin, chez nous, c'est comme ça. J'imagine qu'en France, c'est pas très différent. Quand on doit prendre les rouages habituels, les choses prennent beaucoup de temps, alors que là, on a pu mobiliser des fonds et on a pu agir très rapidement. Et c'était une des clés de succès de se dire, on est en crise, il faut agir rapidement, il faut oublier les lenteurs administratives et passer à une autre vitesse pour agir. Oui, qu'est-ce qu'on a cherché à comprendre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va déjà maîtriser cette chose qui semble
pas maîtrisable. Donc, on a cherché à comprendre quel est l'incident, combien d'infections il y a et qu'est-ce que ça veut dire en termes de pression sur notre système de santé. Donc, on a commencé à surveiller les lits d'hôpitaux très vite aussi, en quelques semaines. On avait une vue générale des lits d'hôpitaux en soins intensifs, parce que c'était ça le risque, pour avoir cette vue. Puis on voulait comprendre à partir de combien d'infections doit-on s'attendre à combien d'occupations au niveau de nos unités de soins intensifs. Donc, on a créé des modèles. En fait, les informaticiens ont réussi avec les gens des Epistat à créer des modèles. Donc, ils travaillaient de manière très intense. Et puis, j'en viens assez rapidement à ce slide-là. J'en ai préparé qu'un, parce que pour moi, c'était, à un moment donné, j'avais énormément d'informations. Et je me suis dit, mais comment je vais faire comprendre ça à l'extérieur? Parce qu'on va prendre des décisions qui sont incisives, comme on n'en a jamais vécu. Enfin, moi, de mon vécu, je me souviens pas qu'on était restreint dans nos libertés fondamentales et tout ça. Donc, il fallait quand même expliquer quel est le but des actions qu'on prend. Et donc, en fait, on avait ce petit tableau-là au Luxembourg. Je pense qu'il est assez unique parce qu'il regroupe en une image beaucoup de choses. Donc, il va vous informer sur le Corona Step, c'est la barre, la grande au milieu avec les couleurs. Ça, c'était nos eaux usées. Donc, très vite, nos chercheurs ont eu le réflexe de dire, on a des petits projets pilotes sur les eaux usées. On peut trouver plein de choses dans les eaux usées. Consommation de drogue et autres. Et donc, le Luxembourg était un des premiers pays à mettre en place une surveillance générale sur tout le pays des eaux usées, où on a détecté le virus. Et au début, on ne savait pas si c'était fiable ou pas. Et avec le temps, on a bien pu voir qu'il y a une corrélation entre les nouvelles infections, c'est la courbe bleue, qu'on a aussi détecté à grande échelle et très rapidement avec un programme de tests où on était aussi, je pense, les premiers même mondialement à le déployer à échelle nationale. Donc, on a investi beaucoup d'argent dans les tests pour aller voir qui est infecté. Donc, c'était gratuit, tout le monde était poussé à les faire. Et puis, on voyait très vite qu'il y avait une corrélation entre ces différents moyens qu'on avait pour en apprendre sur le virus entre les eaux usées et les gens qu'on avait testés, avec un double bénéfice, parce que comme on testait très tôt, on arrivait à isoler les gens pour couper la propagation. Et c'était un moyen aussi, et c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec vous, en ayant ce mécanisme en place avec une hotline personnalisée. C'est là l'être humain qui entre en jeu, qui est très important. Ça nous a permis d'expliquer beaucoup de choses en direct aux familles concernées. Donc, c'était une des entrées qu'on avait, ce téléphone, et on a mobilisé beaucoup de bénévoles à travers le pays qui étaient sur cette hotline, qui était en place une semaine, enfin tout de suite au début février déjà. Et à chaque fois que quelqu'un était testé positif, il avait quelqu'un en ligne qui lui expliquait ce que ça voulait dire, qui lui expliquait que c'était important de ne pas voir sa famille. Et là, on se rendait compte, et je rejoins les sciences sociales de ce point de vue-là, c'est seulement dans le contact direct avec les citoyens qu'on a pu se rendre compte à quel point les gens n'avaient peut-être pas compris certaines choses qui nous semblaient évidentes. Parce que les gens nous disaient des choses, par exemple, voilà, on n'est pas autorisé à sortir, mais vous savez, je suis quand même juste allée une fois au supermarché. Je dis, c'est pas le juste une fois aussi. Là, vous allez donc, et c'est très éducatif, en fait, très pédagogique d'être one-on-one avec quelqu'un au téléphone, de comprendre ce que lui a pu comprendre, quelles sont peut-être les erreurs de raisonnement, et de passer des messages. Parce qu'après, ça passe dans la famille. On a une écoute très attentive. C'est quelqu'un qui est testé positif, il est quand même angoissé, donc il a une écoute, je pense, supérieure à la normale peut-être, puisqu'il est concerné. Et ça nous a permis de répandre des messages vraiment très rapidement dans les familles, dans les cercles à travers cette hotline qui a été retenue aussi comme un des points forts de notre politique de gestion. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Luxembourg s'en est très bien sorti finalement de la crise. On était dans l'épicentre, parce que le Grand Est était très, enfin, géographiquement, c'était très présent chez nous, mais on a réussi à n'avoir quasiment pas de surmortalité. Et ça a été évalué par des externes aussi. Donc, il y a plusieurs points forts qui ont été identifiés dans justement ces tests à grande échelle. Donc, ça, c'est plutôt technique. Dans la surveillance des eaux usées. Donc, c'est des best practices qui ont été recommandées après à d'autres pays. Mais surtout sur la communication. Et moi, j'aimerais m'attarder un peu plus sur la communication. Parce que je ne suis pas expert en santé publique, mais la communication, j'en ai appris beaucoup pendant cette pandémie.
Et déjà, et je viens de l'évoquer pendant la pause, je pense que j'avais la chance de ne pas être expert, franchement, parce que je posais les mêmes questions que monsieur et madame tout le monde. Donc, moi, je n'y comprenais rien. Donc, j'ai harcelé mon directeur de l'agence santé tous les matins avec les questions que moi j'avais. Donc, un grand merci d'ici d'ailleurs à son adresse, parce il est toujours en poste. C'était un pôle tranquille pendant toute cette phase-là. Mais donc il m'a expliqué, et une fois que j'avais compris, moi, il m'était beaucoup plus facile de m'adresser au public. Et on a tout de suite mis en place, vraiment institutionnalisé la communication, dans le sens, on avait des conférences de presse sur le plan pratique régulière toutes les semaines, où on s'adressait aux gens pour expliquer le pourquoi de notre action, où on cherchait à leur faire comprendre que le risque n'était pas tellement le risque individuel, parce que c'était ça l'erreur que les gens faisaient. Ils disaient, mais moi, statistiquement, quel est mon risque? Je suis jeune, je suis en bonne santé, le risque est infime, que personnellement, j'atterrisse en soins intensifs. Mais ce qu'il fallait faire comprendre, et c'est de la statistique, c'est pas évident, c'est que c'est un risque collectif, que si on est trop nombreux à être infectés, nos hôpitaux vont être encombrés. Vous ne pouvez plus être soigné pour d'autres maladies aussi. Donc, ça va être vraiment le goulot d'étranglement. Et ça, pour moi, je l'avais chaque semaine, j'avais ces graphiques-là. Il était aidant. Je pouvais même expliquer à des jeunes, à des enfants. Vous avez en haut les pictos, ça c'est les mesures qu'on avait prises, les mesures restrictives. Et là aussi, ça a permis d'illustrer sur l'axe temps que ça a eu un effet. Donc, en montrant vraiment de façon simple, oui, en expliquant pourquoi on a pris telle et telle mesure, et de montrer, vous voyez, ça a eu un effet, ça a fait infléchir la courbe à un moment donné. C'était plus facile d'avoir la confiance. Et puis, la parole des experts était très importante aussi. Une chose qu'on avait mis en place aussi, c'était de faire parler les experts aux citoyens. Donc, on avait quelque chose qui s'appelait le Facebook Live. C'était l'heure où tout le monde était en login, même des gens âgés qui se faisaient accompagner par des jeunes. Et il y avait le directeur de la santé et son adjoint, personnellement, qui étaient à disposition une fois par semaine du grand public. Donc, tout le monde pouvait poser ses questions librement, et il répondait à toutes les questions. Il n'y avait pas de filtre. Donc, et c'était quelque chose qui était très populaire. Ça a permis, je pense aussi, de créer de la solidarité, parce que les gens ne se sentaient pas bêtes avec les questions qu'ils se posaient, puisqu'ils voyaient que d'autres personnes se posaient tout à fait les mêmes questions, et qu'on y répondait dignement et avec beaucoup d'attention et de pédagogie aussi. Donc, c'est comme ça qu'on restait vraiment toujours au taquet avec les gens. Maintenant, je voudrais sortir un peu de Covid pour dire, mais qu'est-ce que ça nous apprend pour l'avenir? Ça nous apprend beaucoup pour la prévention, parce que quand on arrive à comprendre une maladie, de comprendre pourquoi elle frappe davantage cette communauté-là que telle autre, alors c'est beaucoup plus simple aussi d'agir de manière ciblée pour avoir un effet positif en termes de santé publique. Aujourd'hui, on dépose beaucoup d'argent, donc c'est un grand défi pour nos sociétés. Les dépenses de santé publique sont croissantes. La croissance des dépenses publiques excède de loin la croissance du PIB en Europe, dans la plupart des pays. En tout cas, chez nous, c'est le cas, puisqu'on est beaucoup plus sophistiqué dans les réponses curatives aussi. Les traitements sont chers, donc on a des appareils qui sont coûteux. Donc le curatif pompe énormément de deniers publics, au détriment de la prévention. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a maintenant tout en main pour vraiment opérer un changement de paradigme et aller avec toutes les données qu'on a, avec toutes les informations qu'on a, avec toutes les expertises de différents bords communs, on peut arriver à avoir un changement de paradigme et d'aller vraiment en force sur la prévention. La prévention, je parle à un public d'initiés, donc il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et la prévention primaire, d'éviter les maladies déjà au départ, c'est très important. Là, le retour sur investissement va être énorme. Si on comprend vraiment ces gradients sociaux, on peut aller vers des politiques publiques qui ne sont pas forcément des politiques de santé publique, mais qui sont des politiques de logement, des politiques d'éducation, des politiques alimentaires. On va trouver donc les modes de vie, l'hygiène et tout ça. Donc, il y a beaucoup de leviers qu'on peut activer pour avoir, en termes statistiques, moins d'impact de certaines maladies qu'on a eues. Et c'est des gains énormes, des gains économiques énormes qui sont là potentiellement. Et tout ça, ça mérite vraiment de repenser notre façon de positionner, de fonctionner. Parce que des données, un des risques, c'est qu'il y a
il y a beaucoup de données. Donc, il faut déjà qu'elles soient pertinentes. Et pour définir cette pertinence, là, ça commence déjà le collaboratif. Il faut se mettre ensemble pour bien définir le problème. Quand on ne prend pas le temps nécessaire à la définition d'un problème, ben les solutions et les moyens qu'on va mettre en œuvre ne peuvent pas vraiment atteindre leur but. Donc, c'est déjà un moment de réflexion souvent négligé. On est souvent dans l'action, dans le curatif, on court après, alors qu'il faut bien prendre le temps pour comprendre où blessent les choses et de bien cibler déjà les données qu'on va récolter. Ensuite, ce que je vois que la lumière se met, c'est que le temps est en train de s'épuiser. Très important aussi pour moi l'implication des pouvoirs publics. Il faut avoir de la confiance, il faut créer de la confiance. Et les données de santé, c'est les données les plus personnelles qu'on peut avoir. On révèle les vulnérabilités, donc il y a un risque d'abus énorme. On ne veut pas que l'employeur peut aller voir votre registre de santé. Donc il y a vraiment un devoir politique de protéger les gens, de mettre en place la protection des données personnelles de manière vraiment sécure, que les gens puissent aveuglément avoir confiance dans le système qui se met en place. Sinon, ils ne vont jamais être prêts à partager leurs données. Ensuite, l'implication citoyenne aussi, de faire comprendre quel est notre but, quel est ce but collectif, le bien de tous qu'on cherche à améliorer. Et là, beaucoup d'importance sur la communication. On a eu l'occasion entre nous d'en échanger. Je pense qu'il faut apprendre aussi aux scientifiques de parler simplement. Si on veut être compris, quelle que soit la complication, oui, on peut être sur des thèmes très complexes, très compliqués. Le but, c'est de savoir les expliquer en langage simple. Et je dis toujours, le langage simple, c'est la chose la plus difficile qu'il y a. C'est très, très difficile d'être simple dans ce qu'on dit. Et là, effectivement, c'était pour moi, dans mon cas concret, c'était un avantage de ne pas être experte. Donc, mais je pense que justement, en tant qu'expert, on a tendance à prendre pour acquis des évidences qui ne sont pas du tout. Moi, j'ai ce vécu-là. Les gens ne savent pas que c'est qu'un virus. Ils ne savent pas la différence entre une bactérie et un virus. Donc, il faut expliquer des choses très simples, comme si on expliquait à des enfants, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien atteindre nos cibles. Et là, la sociologie, les sciences sociales entrent pleinement en jeu parce que pour parler au grand public, parce que ce n'est pas un grand public, il faut différencier. Et c'est tout ça l'enjeu, d'être ciblé dans les politiques de prévention, d'être ciblé dans la communication aussi. Donc, pour un même message, on peut avoir différents discours. On s'adresse à un public de jeunes universitaires, c'est pas la même chose que d'aller vers des jeunes, que d'aller dans les milieux défavorisés. Et surtout quand on a devant les yeux les gradients sociaux, et je pense que vous le savez tous, on n'a pas besoin d'élaborer là-dessus en termes d'exemple. Les maladies ne frappent pas aveuglement, elles frappent beaucoup plus fort ceux qui sont déjà démunis. Et leur parler, c'est pas évident. C'est des gens qui n'ont pas peut-être l'éducation nécessaire pour comprendre certains raisonnements techniques. Donc là, il faut aller vers le terrain, chercher les influenceurs, les bons influenceurs aussi, travailler avec les associations. On a pu faire beaucoup aussi pendant la pandémie et trouver les bons mots, les mots simples pour faire comprendre le but commun qu'on poursuit. Et c'est comme ça qu'on peut avoir cette adhérence-là. Voilà. Donc, mon plaidoirie, c'est que cette solidarité qui est née de la nécessité pendant la pandémie, qu'on ne l'oublie pas. Et pas seulement qu'on ne l'oublie pas avec une certaine nostalgie, mais qu'on essaye de construire là-dessus, de capitaliser sur ce qu'on a pu apprendre et de le donner entre les mains des scientifiques aussi. Tout l'enjeu pour les institutions de formation, à mon avis, d'intégrer cette notion-là, d'apprendre très jeune déjà aux gens qui s'intéressent à la santé publique de penser à 360 degrés, d'être à l'écoute d'autres disciplines aussi et de savoir travailler ensemble. Je pense que les campus doivent devenir des exemples de ça, des melting pots d'idées et de différents horizons à la croisée avec les citoyens aussi. Voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous. J'avais beaucoup d'autres choses que j'avais notées, mais on va peut-être les évoquer, Laura. Merci beaucoup.